Les habitants parlent de la femme chèvre, une créature mi-humaine, mi-animale, qui erre dans les ruelles et les collines environnantes. Dans les montagnes reculées de Corse, là où le vent murmure à travers les pins et où la nuit semble toujours plus dense, les anciens chuchotent des histoires troublantes sur les Mazris. Ces êtres particuliers, ni sorciers ni prophètes, vivent parmi les habitants comme des personnes ordinaires. Mais une nuit, sans prévenir, leur destin bascule. Un rêve étrange les hante, et rien ne sera plus jamais pareil. Prenons l'exemple de Gjuvan, un berger discret d'un petit village perché au-dessus des gorges du Tavignano. Toute sa vie, il avait vécu simplement, partageant ses journées entre ses moutons et les conversations avec les anciens du village. Mais une nuit, alors qu'il dormait profondément dans sa modeste maison de pierre, un rêve intense l'envahit. Il se retrouvait dans une forêt dense, enveloppé par une brume si épaisse qu'il peinait à discerner ses propres mains. Il tenait un fusil qu'il ne se souvenait pas avoir pris. Devant lui, un sanglier massif apparut, le regard rougeoyant, presque humain. Sans réfléchir, Gjuvan leva son arme et tira. L'animal s'effondra lourdement, et alors qu'il s'approchait pour voir son trophée, le sanglier se métamorphosa. Le visage inerte qu'il découvrit le glaça, c'était celui de son ami et voisin, Luranzu, le vieux forgeron du village. Gjuvan se réveilla en sursaut, tremblant et en sueur. Il passa les jours suivants dans une angoisse sourde. Chaque fois qu'il croisait Luranzu, il ne pouvait s'empêcher de revoir ce visage figé dans son rêve. 3 jours plus tard, la terrible nouvelle tomba. Luranzu avait été retrouvé mort dans son atelier, foudroyé par une crise cardiaque alors qu'il forgeait une lame. C'est ce jour-là que Gjuvan comprit qu'il n'était plus un homme comme les autres. Il était devenu un Mazru. Les Mazris, selon les légendes corses, sont des élus ou des maudits, cela dépend des points de vue qui peuvent pressentir la mort à travers leurs rêves. Lors de ces songes, ils se voient dans une chasse nocturne où les animaux qu'ils tuent symbolisent des personnes de leur village. Si le Mazru tire ou tue l'animal, la personne meurt dans les jours suivants. Ce don, ou cette malédiction, n'est pas choisi. Il frappe sans prévenir et sans raison, laissant ceux qui en sont victimes déchirés entre la peur, la culpabilité et une étrange fascination pour leurs nouvelles capacités. Gjuvan, comme beaucoup de Mazris, essaya de comprendre ce qui lui arrivait. Il chercha des réponses auprès des anciens du village, mais leurs regards sombres et leurs phrases énigmatiques ne firent qu'accroître son angoisse. « Tu as été touché par la main de l'invisible » lui dit un vieil homme en roulant une cigarette. Les Mazris sont les chasseurs de l'ombre. Ils voient ce que nous ne pouvons pas voir. Mais fais attention, Gjuvan. Ce don est dangereux, pour toi et pour les autres. Les nuits suivantes furent encore plus terrifiantes. À chaque sommeil, Gjuvan se retrouvait dans une nouvelle chasse. Un renard, un cerf, même un oiseau. Et chaque fois qu'il tuait dans son rêve, une personne du village disparaissait dans la réalité. Il tenta de résister. Une nuit, il refusa de tirer sur un renard qui, dans son rêve, le regardait fixement avec des yeux humains. Mais au lieu de se réveiller en paix, le renard se transforma en une créature cauchemardesque, attaquant Gjuvan jusqu'à ce qu'il se réveille, couvert d'éraflures bien réelles. Le message était clair, les Mazris ne peuvent échapper à leur rôle. Ils sont les messagers de la mort, qu'ils le veuillent ou non. Au fil des mois, Gjuvan s'isola. Les villageois, bien qu'ignorant ses rêves, sentaient que quelque chose avait changé en lui. On évitait son regard, car on racontait qu'un Mazru pouvait transmettre la mort simplement en croisant les yeux d'un homme ou d'une femme condamnée. La solitude devint son refuge, mais aussi son fardeau. Chaque nuit, il priait pour ne pas rêver, mais les visions revenaient inlassablement. Ce phénomène des Mazris reste l'un des grands mystères corses. Est-ce une malédiction transmise par les esprits de l'île ? Ou une manifestation psychologique liée aux liens profonds que les insulaires entretiennent avec leur terre et leur communauté ? Certains disent que les Mazris ont un rôle sacré, qu'ils servent d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. D'autres y voient une preuve que la mort elle-même a ses agents, des exécuteurs invisibles qui veillent à ce que l'équilibre soit maintenu. Aujourd'hui encore, dans certains villages reculés, les anciens parlent à voix basse des Mazris. Peut-être que vous en avez déjà croisé un, sans le savoir.
Mais une chose est sûre, si un jour un Mazru rêve de vous, votre destin est déjà scellé. Perchée au sommet d'une falaise vertigineuse, la tour génoise de Nonza veille sur la mer Méditerranée depuis des siècles. Construite au XVI siècle pour défendre l'île des incursions ennemies, elle est aujourd'hui un symbole emblématique de cette région sauvage et isolée du Cap Corse. Mais sous ses airs majestueux, la tour porte en elle une sombre réputation, elle serait maudite, et ses murs abriteraient les âmes tourmentées de ceux qui y ont péri. L'histoire commence à l'époque de la domination génoise. La tour était un poste stratégique, gardé par un petit groupe de soldats isolés du reste de la garnison. Parmi eux se trouvait un officier, le capitaine Vittorio Bianchi, connu pour sa sévérité et son obsession pour l'ordre. Vittorio, selon les récits des anciens, croyait fermement que la sécurité de la tour reposait sur une discipline de fer et une foi inébranlable en ses supérieurs. Mais cette foi allait être mise à rude épreuve. Un soir, alors que la mer était particulièrement agitée, une petite embarcation fut aperçue au large. Vittorio, craignant une attaque de pirates, ordonna à ses hommes de se préparer. Mais en scrutant l'horizon, il se rendit compte que le bateau n'était pas armé. C'était une barque délabrée, transportant des pêcheurs épuisés et affamés, venus chercher refuge après une tempête dévastatrice. Vittorio, convaincu que ces hommes étaient des espions envoyés par l'ennemi, refusa de les aider. Il leur ordonna de repartir en mer, malgré leurs supplications désespérées. Les pêcheurs maudirent la tour et son capitaine avant de disparaître dans les flots. La nuit même, une violente tempête s'abattit sur Nonza. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant la tour comme un spectre malveillant. Les pêcheurs furent retrouvés morts le lendemain, échoués sur les rochers en contrebas. Mais ce ne fut que le début des événements étranges. Les jours suivants, les soldats commencèrent à rapporter des phénomènes inexplicables. La nuit, des cris semblaient monter des profondeurs de la falaise. On entendait des bruits de pas résonner dans la tour, comme si quelqu'un gravissait l'escalier en colimaçon, mais aucune silhouette n'apparaissait jamais. Les soldats, d'abord incrédules, furent bientôt terrifiés. Certains jurèrent avoir vu des ombres furtives glisser le long des murs, tandis que d'autres rapportèrent que leurs lampes s'éteignaient sans raison. Mais le plus troublant était ce qui arrivait au capitaine Vittorio. Chaque nuit, il faisait le même cauchemar, il voyait les pêcheurs qu'il avait rejetés, debout sur les rochers, le fixant avec des yeux vides. Il lui murmurait des mots qu'il ne comprenait pas, mais leur ton était empreint de reproche et de colère. Ses visions devinrent de plus en plus réalistes, et Vittorio sombra dans la paranoïa. Un matin, ses hommes le trouvèrent pendu dans la tour, un regard de terreur figé sur son visage. Depuis ce jour, la tour génoise de Nonza est considérée comme maudite. Les villageois racontent que les âmes des pêcheurs et du capitaine hantent encore les lieux. Plusieurs personnes, notamment des promeneurs et des randonneurs, affirment avoir entendu des voix monter du vent, comme des lamentations lointaines. Une légende locale raconte même qu'en passant près de la tour à minuit, on peut voir une silhouette sombre apparaître brièvement à l'une des fenêtres, avant de disparaître. Un incident récent a ravivé la légende. En 1987, un groupe d'amateurs de paranormal décida de passer une nuit entière dans la tour. Ils rapportèrent avoir ressenti une atmosphère oppressante dès leur arrivée. L'un des membres, pris d'une panique soudaine, déclara avoir vu un homme en uniforme génois au sommet de l'escalier, le fixant intensément avant de s'effacer dans l'ombre. Ils quittèrent les lieux au lever du jour, convaincus que la malédiction était bien réelle. Aujourd'hui, la tour génoise de Nonza attire les curieux et les touristes en quête de frissons. Mais les habitants du village voisin restent prudents. Ils racontent que la mer, souvent agitée sous la tour, semble refuser de pardonner ce qui s'est passé des siècles auparavant. Si vous visitez cet endroit, admirez la vue, mais prenez garde. Écoutez le vent, car il pourrait bien vous murmurer les histoires que les pierres de la tour préfèrent garder secrètes. Au cœur des montagnes corses, non loin des Visas, s'étend la forêt d'Ayton, un lieu enchanteur où des pins laricio millénaires se dressent fièrement vers le ciel. Cet endroit est prisé des randonneurs pour sa beauté sauvage et son ambiance paisible. Mais quand le soleil disparaît derrière les sommets et que la nuit enveloppe la forêt, cette quiétude se transforme en un mystère oppressant.
Les anciens racontent que la forêt d'Ayton est habitée par des présences invisibles, et ceux qui y ont passé la nuit parlent souvent de bruits inexplicables. L'histoire la plus célèbre associée à la forêt est celle de Mathéa, une jeune femme du village voisin d'Evisa. Un soir d'automne, alors que les journées raccourcissaient et que les nuits se faisaient plus fraîches, elle décida d'emprunter un chemin forestier pour rejoindre son fiancé, un berger qui gardait son troupeau dans les hauteurs. La route, bien qu'isolée, lui était familière. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Alors qu'elle avançait sous la voûte des pins, un silence étrange s'installa. Les oiseaux qui chantaient encore un instant plus tôt s'étaient tus, et même le vent semblait avoir disparu. Mathéa, habituée au bruit de la nature, ressentit un malaise inexplicable. Puis, sans prévenir, un craquement sourd résonna derrière elle, comme si une lourde branche s'était brisée. Elle se retourna, mais il n'y avait rien, juste l'ombre des arbres qui dansaient sous la lumière pâle de la lune. Tentant de chasser son angoisse, Mathéa accéléra le pas, mais les bruits se firent plus fréquents. Des craquements, des bruissements, comme si quelqu'un ou quelque chose la suivait à distance. Elle appela, pensant qu'il s'agissait d'un animal ou même d'un plaisantin du village, mais seule sa propre voix résonna dans la nuit. Puis, elle entendit un rire. Pas un rire joyeux, mais un son grave et rauque, qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Terrifiée, Mathéa se mit à courir. Le chemin, qu'elle connaissait pourtant bien, semblait s'étirer à l'infini, comme si la forêt elle-même cherchait à la retenir. Enfin, elle aperçut une clairière où son fiancé l'attendait avec un feu allumé. Essoufflée et en larmes, elle se jeta dans ses bras. Elle tenta de lui raconter ce qui s'était passé, mais il haussa les épaules. « C'est sûrement ton imagination, Mathéa. Cette forêt joue parfois des tours. » Mais Mathéa n'était pas la seule à avoir vécu une telle expérience. Des chasseurs rapportent souvent des récits similaires. L'un d'eux, Juvan, se souvient d'une nuit où il campait près d'un ruisseau. Alors qu'il s'endormait, il entendit des voix autour de sa tente. Pensant qu'il s'agissait de villageois, il sortit pour les saluer, mais il ne vit personne. En revenant à sa tente, il trouva son matériel déplacé, comme si une main invisible s'était amusée à le cacher. Les légendes locales expliquent ces phénomènes de plusieurs façons. Certains disent que la forêt est protégée par des esprits anciens, les âmes des premiers habitants qui y vécurent et qui ne veulent pas être dérangés. D'autres croient que ce sont les Masri, ces figures mythologiques corses capables de prédire la mort, qui errent la nuit dans la forêt, chassant des âmes en devenir. Une histoire plus sombre parle d'un ermite fou qui aurait vécu dans la forêt il y a des siècles, pratiquant des rituels interdits. On dit que son esprit hante encore les lieux, piégeant les imprudents qui osent le déranger. Un groupe de campeurs, en 1995, prétend même avoir vu une lumière étrange au sommet d'un pin. La lumière semblait les observer, se déplaçant lentement autour de leur campement avant de disparaître brusquement. L'un d'eux, sceptique, a essayé de grimper à l'arbre pour prouver qu'il n'y avait rien. Il perdit pied et chuta lourdement, se brisant la jambe. Après cet incident, plus aucun d'eux n'osa passer une autre nuit à Ayton. Aujourd'hui encore, la forêt d'Ayton est un lieu de fascination et de crainte. Les randonneurs y affluent, attirés par sa beauté, mais peu s'aventurent après la tombée de la nuit. Les anciens d'Evisa, eux, se contentent de répéter un avertissement, la forêt est vivante. Si tu l'écoutes trop longtemps, elle finira par te répondre. Si vous visitez un jour la forêt d'Ayton, admirez ses pins majestueux et ses cascades scintillantes. Mais si le vent cesse de souffler, si les oiseaux se taisent, prenez garde. Peut-être que la forêt vous observe. Et si vous entendez des pas derrière vous, ne vous retournez pas. Car parfois, ce qui vous suit n'appartient pas au monde des vivants. Au sud de la Corse, là où les falaises de Bonifacio plongent vertigineusement dans une mer turquoise, une légende hante les nuits étoilées depuis des générations. Ceux qui y ont prêté attention parlent d'une mystérieuse silhouette vêtue de blanc, errant sur les rebords des falaises au clair de lune. Les marins l'appellent la Dame Blanche de Bonifacio, et son apparition serait un mauvais présage pour quiconque croise son chemin. L'histoire remonte à plusieurs siècles, à l'époque où Bonifacio était une forteresse prospère, animée par les allées et venues des marchands et des pêcheurs. Parmi les habitants,
une jeune femme nommée Margherita était réputée pour sa beauté et sa gentillesse. Elle était la fille d'un riche commerçant et promise à un noble local, mais son cœur appartenait à un simple marin, Andrea. Leur amour était interdit, mais cela ne les empêchait pas de se retrouver en secret, souvent au bord des falaises, sous le ciel étoilé. Un soir, alors que le vent soufflait fort et que les vagues rugissaient contre les rochers, Andrea apprit qu'il allait être envoyé au loin pour une longue campagne maritime. Désespéré, il convainquit Margherita de fuir avec lui. Ils prévoyaient de partir ensemble au lever du soleil, mais leur plan fut découvert. Le père de Margherita, furieux, la retint enfermée chez eux. Quant à Andrea, il fut capturé et emprisonné. Cette nuit-là, Margherita, dans un élan de désespoir, parvint à s'échapper et courut jusqu'au sommet des falaises, espérant apercevoir le navire d'Andrea avant son départ. Mais ce n'est pas Andrea qu'elle trouva. Une ombre surgit derrière elle, son père, ivre de rage, l'avait suivie. Une violente dispute éclata, et dans la confusion, Margherita trébucha et tomba dans le vide. Son cri résonna dans la nuit, mais il n'y eut que le bruit des vagues pour répondre. On dit que son père, accablé de remords, disparut peu après, laissant sa maison vide et son nom oublié. Depuis ce jour, des marins jurent avoir vu une silhouette blanche errer sur les falaises de Bonifacio, surtout par les nuits de tempête. Certains disent qu'elle appelle Andrea, espérant encore s'enfuir avec lui. D'autres affirment qu'elle pleure sa vie brisée, condamnée à errer éternellement là où son cœur a été brisé. Les témoignages varient, mais une chose revient souvent, ceux qui la voient sont frappés par une étrange mélancolie, comme si un poids invisible s'abattait sur eux. Un vieux pêcheur du port, du nom de Pietro, raconte une rencontre troublante. Une nuit, alors qu'il revenait seul en barque, une épaisse brume s'éleva soudainement. Naviguant à tâtons, il entendit une voix douce l'appeler depuis les falaises. « Andrea, viens !» Elle semblait proche, presque tangible. En levant les yeux, il aperçut une femme en blanc, immobile au bord de la falaise, ses cheveux flottant au vent. Quand il cligna des yeux, elle avait disparu. Pietro accosta sain et sauf, mais une semaine plus tard, un violent orage s'abattit sur la région, emportant 2 pêcheurs qu'il connaissait bien. Depuis, il refuse de sortir en mer quand le vent tourne trop fort. La légende de la Dame Blanche ne se limite pas aux marins. Des habitants affirment l'avoir vue depuis les remparts de la citadelle ou entendu ses plaintes portées par le vent. D'autres disent qu'elle apparaît aux amants malheureux, comme un avertissement ou un reflet de leur propre tragédie. Une femme de la région prétend même avoir ressenti une main froide se poser sur son épaule alors qu'elle se promenait seule près des falaises, avant de voir une silhouette s'évanouir dans l'obscurité. Les sceptiques diront qu'il ne s'agit que de superstition, une histoire inventée pour dissuader les imprudents de s'aventurer trop près des falaises. Mais pour ceux qui croient, la Dame Blanche est bien réelle, et son histoire est un rappel poignant des amours contrariés et des tragédies que la vie peut infliger. Alors, si un soir vous vous trouvez à Bonifacio, que la lune brille sur la mer et que le vent murmure à votre oreille, faites attention. Peut-être entendrez-vous un appel lointain, ou peut-être verrez-vous cette silhouette blanche, toujours en quête de son amour perdu. Et si c'est le cas, éloignez-vous. Car la Dame Blanche de Bonifacio ne pardonne pas facilement. Au cœur des gorges de Spelinka, un endroit majestueux où la roche rougeoyante se mêle aux eaux claires des rivières, une légende ancienne murmure entre les pins et les cyprès. On dit qu'un trésor immense, amassé par des bandits au XVIIe siècle, est caché quelque part dans cette vallée sauvage. Mais ce trésor n'est pas ordinaire, et ceux qui osent le chercher en paient souvent le prix. L'histoire commence avec un groupe de bandits légendaires qui sévissaient dans la région. Ces hommes, connus sous le nom des Sbanditi di Spelinka, étaient des hors-la-loi qui vivaient cachés dans les montagnes, attaquant les riches convois et pillant les villages qui refusaient de payer leur protection. Leur chef, un homme rusé et impitoyable nommé Domenicu, était redouté pour son habileté à échapper aux troupes génoises qui gouvernaient alors l'île. Un jour, après un coup particulièrement audacieux, Domenicu et ses hommes mirent la main sur un butin fabuleux, des coffres remplis d'or, de bijoux et de pierres précieuses, volés à un marchand génois qui traversait la région. Mais la richesse attira rapidement la convoitise, même au sein de leur groupe. Craignant une trahison, Domenicu décida de cacher le trésor. Une nuit,
il emmena ses hommes les plus fidèles dans les profondeurs des gorges de Spelunka. Là, au milieu des falaises escarpées et des sentiers tortueux, ils enterrèrent le butin sous un rocher massif, marquant l'endroit avec des symboles gravés dans la pierre. Mais Domenicu, paranoïaque et rusé, ne voulait laisser aucune chance à ses hommes de revenir chercher le trésor sans lui. Selon la légende, il les assassina un par un, avant de jeter leurs corps dans le torrent. Pourtant, cette trahison ne resta pas impunie. Une nuit, alors qu'il se réfugiait dans une grotte, Domenicu entendit des murmures. Ce n'étaient pas les bruits habituels de la forêt, mais des voix distinctes, des soupirs, des appels. Il aurait vu des ombres danser sur les murs de la grotte, et un rire glaçant résonner. Terrifié, il quitta les lieux, mais il ne fit jamais un pas hors de la gorge. Son corps fut retrouvé quelques jours plus tard, flottant dans la rivière, le visage figé dans une expression de terreur. Depuis ce jour, on raconte que le trésor de Spelunka est maudit. Les âmes des hommes assassinés par Domenicu entraient les lieux, protégeant leur or contre les vivants. Les aventuriers qui tentèrent de le chercher racontent tous des histoires similaires, des bruits de pas dans la nuit, des cris étouffés, des ombres fuyantes qui les observent. Certains disent avoir vu des silhouettes armées surgir entre les arbres, seulement pour disparaître dans un souffle de vent glacial. Un homme du village voisin de Ota, prénommé Gyakumu, fut l'un de ceux qui se risquèrent à cette quête. C'était un chasseur curieux, habitué à arpenter les sentiers escarpés des gorges. Un soir, il décida de s'aventurer dans la vallée avec une lampe et une pelle, bien décidé à trouver le fameux trésor. Alors qu'il avançait dans l'obscurité, il tomba sur un rocher marqué de symboles qu'il ne comprenait pas, certain qu'il était au bon endroit. Il commença à creuser. Mais à mesure qu'il creusait, une sensation oppressante s'empara de lui. Le vent, d'abord calme, se mit à siffler violemment. Les arbres semblaient chuchoter des avertissements, et il crut entendre des voix, faibles mais insistantes. Pars, pars. Soudain, sa lampe s'éteignit sans raison. Paniqué, Gyakumu se retourna et aperçut une silhouette sombre à quelques mètres de lui. Il jura plus tard qu'elle tenait une épée et que ses yeux brillaient comme des braises. Terrifié, il abandonna sa pelle et s'enfuit sans jamais regarder en arrière. Depuis cette nuit, il refuse de retourner dans les gorges, et son récit dissuada bien d'autres de tenter leur chance. Pourtant, le mystère persiste. Des chercheurs passionnés, équipés de détecteurs de métaux, se sont aventurés dans les gorges au fil des ans, mais aucun n'a jamais trouvé trace du trésor. Certains disent que le trésor est réel, mais qu'il est déplacé par les esprits dès que quelqu'un s'en approche. D'autres pensent que tout cela n'est qu'un mythe destiné à protéger la vallée des curieux. Aujourd'hui, les gorges de Spelunka attirent surtout les randonneurs et les amoureux de la nature. Mais même eux ressentent parfois une étrange atmosphère en traversant les lieux. Certains disent que le vent semble murmurer leur nom, ou qu'ils se sentent observés, même en plein jour. Alors, si vous passez un jour dans les gorges, prenez le temps d'admirer leur beauté sauvage, mais soyez prudents. Car dans les profondeurs de Spelunka, l'or des bandits repose peut-être toujours, gardé par les ombres du passé. Calvi, avec sa citadelle majestueuse surplombant la Méditerranée, semble invincible, défiant les siècles et les tempêtes. Pourtant, derrière ces imposantes murailles, une vieille légende hante les ruelles pavées. Les habitants parlent d'un fantôme, celui d'un soldat trahi, condamné à errer éternellement dans l'enceinte de la forteresse. L'histoire remonte au XVIe siècle, lorsque la citadelle était un bastion militaire stratégique. Parmi les nombreux soldats stationnés ici, il y avait un homme nommé Pollu, connu pour son courage et sa loyauté envers la République de Gênes, alors maîtresse de la Corse. Pollu était un homme d'honneur, respecté de ses camarades, mais aussi jalousé. Cette jalousie, alimentée par les ragots et les rivalités, finit par sceller son sort. Pollu avait un rival en particulier, un officier hautain nommé Matteo, qui voyait en lui une menace pour sa propre ambition. Matteo nourrissait une haine viscérale pour Pollu, d'autant plus que ce dernier entretenait une liaison secrète avec une jeune femme de la ville, qu'il convoitait également. La tension entre les deux hommes était palpable, mais dans une citadelle où les conflits extérieurs étaient prioritaires, on n'avait guère le temps de se soucier des querelles personnelles. Une nuit, alors que la garnison célébrait une victoire récente contre des corsaires, Matteo mit en œuvre un plan sournois pour se débarrasser de son rival.
Profitant de l'agitation, il accusa Pollu de trahison, affirmant qu'il avait été vu en train de transmettre des informations à l'ennemi. Les preuves étaient falsifiées, mais convaincantes. La rumeur se propagea comme un feu dans les couloirs de la citadelle. Pollu, pris de court et incapable de prouver son innocence, fut arrêté et jeté dans une cellule froide au cœur des remparts. Le procès fut expéditif. Malgré ses protestations, il fut condamné à mort pour haute trahison. La veille de son exécution, enfermé dans son cachot humide, Pollu écrivit une lettre d'adieu à sa bien-aimée, jurant sur son honneur qu'il était innocent. Cette lettre, dit-on, ne lui parvint jamais, et son contenu fut détruit par Matteo lui-même. Au lever du jour, Pollu fut conduit sur l'esplanade de la citadelle. Devant ses camarades incrédules et une foule silencieuse, il fut exécuté. Le regard de Pollu, chargé de colère et de tristesse, resta gravé dans l'esprit de ceux qui y assistèrent. Matteo, pensant s'être débarrassé de son rival, continua sa carrière. Mais il n'imaginait pas que la mort de Pollu laisserait une trace bien plus profonde que prévu. Peu de temps après l'exécution, des soldats commencèrent à rapporter des événements étranges. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs déserts de la citadelle, et des ombres furtives apparaissaient près de la cellule où Pollu avait passé ses dernières heures. Certains prétendaient entendre des murmures dans le vent, des paroles indistinctes, mais chargées de douleur et de colère. Les chiens de garde, habituellement intrépides, refusaient d'approcher certains endroits, grognant face à ce que les hommes ne pouvaient voir. Matteo lui-même fut hanté par des cauchemars récurrents. Chaque nuit, il voyait Pollu, debout, le fixant avec des yeux accusateurs. Une nuit, poussé à bout, Matteo aurait crié qu'il était le vrai coupable, avant de tomber raide mort dans ses quartiers. Les anciens racontent que son visage portait une expression de terreur, comme s'il avait vu quelque chose d'effroyable. Depuis lors, la légende du fantôme de Pollu perdure. Les visiteurs de la citadelle rapportent encore des phénomènes inexplicables. Certains affirment avoir vu une silhouette en uniforme d'époque marcher le long des remparts, avant de disparaître dans les murs. D'autres ressentent un froid intense en passant près de l'ancienne cellule. Un guide local raconte qu'un soir, alors qu'il fermait la citadelle après une visite, il entendit des bruits métalliques, comme si une épée frappait une armure. Lorsqu'il se retourna, il aperçut une ombre s'effacer dans la pénombre. Les habitants de Calvi, bien qu'habitués à cette histoire, évitent de passer trop de temps seuls dans la citadelle après le coucher du soleil. La mémoire de Pollu, victime d'une injustice terrible, semble encore imprégner les pierres de cette forteresse. Certains disent qu'il cherche toujours à prouver son innocence, errant entre ce monde et l'au-delà. Alors, si un jour vous visitez la citadelle de Calvi et que vous ressentez une présence, ne paniquez pas. Mais souvenez-vous de Pollu, et peut-être, murmurez un mot en son honneur. Peut-être qu'un jour, il trouvera enfin la paix qu'il mérite. Dans le sud de la Corse, près de Sartène, s'étend le plateau de Coria, un lieu hors du temps où des pierres dressées, silencieuses et imposantes, se tiennent depuis des millénaires. Ces mégalithes, alignés en des formations étranges, attirent les archéologues et les curieux du monde entier. Mais pour les Corses, ces pierres ne sont pas de simples vestiges du passé. Elles sont vivantes, porteuses d'histoire et de mystère. Certains croient même qu'elles sont les gardiennes d'anciennes âmes, capables d'interagir avec les vivants. L'une des légendes les plus connues de Coria raconte qu'un jeune berger, prénommé Anton, s'était aventuré seul sur le plateau à la recherche d'une brebis égarée. C'était une journée d'automne, et le vent soufflait fort sur les collines. Anton connaissait bien la région et n'avait jamais prêté attention aux récits des anciens sur les pierres. Mais ce jour-là, il allait apprendre à les respecter. Alors qu'il traversait l'alignement des pierres de Renacju, il sentit une présence étrange. Le vent semblait chuchoter, portant des murmures indistincts qui l'entouraient. Intrigué, il s'arrêta devant l'un des menhirs les plus grands, surnommé par les locaux le gardien. Une envie irrésistible de toucher la pierre le saisit. Mais au moment où sa main effleura la surface rugueuse, un frisson glacé parcourut tout son corps. Il crut entendre une voix, faible mais claire, l'appeler par son nom. Anton, croyant avoir imaginé ce phénomène, continua sa recherche, mais il se sentait de plus en plus mal à l'aise. Le vent s'était intensifié,
et les pierres semblaient le regarder, presque comme si elles changeaient de position à chaque fois qu'il tournait la tête. Finalement, il trouva sa brebis, figée devant un autre menhir. L'animal, habituellement docile, refusait de bouger. Alors qu'il tentait de la ramener, un bruit sourd résonna, comme si une pierre venait de tomber quelque part derrière lui. Mais lorsqu'il se retourna, rien n'avait bougé. Seul le silence pesant répondait à sa peur croissante. De retour au village, Anton raconta son expérience à un ancien du village, connu pour sa connaissance des légendes locales. Le vieil homme, après avoir écouté attentivement, hocha la tête gravement. « Les pierres parlent à ceux qui ne les respectent pas, Anton. Elles portent en elles l'âme des ancêtres, et ce que tu as entendu, c'était leur murmure. » Selon lui, les mégalithes de Coria ne sont pas que des témoins du passé. Ils seraient liés à des rituels oubliés, des cérémonies où les vivants entraient en contact avec l'au-delà. Ces rituels auraient laissé une empreinte spirituelle sur les lieux, transformant les pierres en gardiennes des âmes qui y furent invoquées. Depuis cet événement, Anton n'osa plus s'approcher des pierres. Mais d'autres villageois rapportèrent des expériences similaires. Certains disent avoir vu des lueurs étranges autour des menhirs à la tombée de la nuit, tandis que d'autres affirment avoir entendu des chants, comme ceux d'un chœur lointain. Les randonneurs, eux, parlent d'un sentiment d'être observés lorsqu'ils traversent le plateau, bien que personne ne soit visible aux alentours. Une autre histoire célèbre est celle d'un groupe d'archéologues qui, dans les années 1970, entreprit des fouilles autour des menhirs. Ils rapportèrent avoir découvert des ossements humains près de l'un des cercles de pierre. Mais dès le lendemain, leur matériel disparut mystérieusement, et une tempête imprévue s'abattit sur le site, les forçant à quitter les lieux. L'un des membres du groupe déclara plus tard qu'il avait vu une silhouette sombre, immobile, près des alignements. Personne ne prit ces paroles au sérieux, mais il refusa catégoriquement de revenir travailler sur le site. Aujourd'hui encore, les pierres de Coria restent un mystère. Les scientifiques ne savent pas avec certitude qui les a dressées ni pourquoi. Les Corses, eux, n'ont pas besoin d'explications scientifiques. Pour eux, ces mégalithes sont une partie vivante de leur terre, un pont entre leur histoire et le mystique. Les anciens disent qu'il faut respecter ces pierres, les saluer en passant, et surtout ne jamais les toucher sans y être invité. On raconte même que certaines nuits, si vous êtes assez silencieux, vous pouvez entendre les voix des ancêtres, murmurant des secrets oubliés à travers le vent. Alors, si vous visitez un jour Coria, laissez les pierres vous observer, mais ne les défiez pas. Elles sont là depuis bien plus longtemps que nous, et elles gardent des secrets que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre. Dans la ville historique de Corté, nichée au cœur des montagnes corses, les ruines du château de Serravalle dominent fièrement la vallée. Bien qu'il ne soit plus que l'ombre de sa splendeur passée, ce lieu a toujours été entouré de mystères et de récits sombres. Les habitants de Corté murmurent que le château est hanté par l'esprit d'une femme, condamnée à errer pour l'éternité à cause d'un amour tragique. L'histoire débute au XVIIe siècle, lorsque le château était encore une forteresse prospère, abritant la noblesse locale. À cette époque, le seigneur des lieux, un homme autoritaire nommé Guglielmu, était marié à une femme d'une beauté éblouissante, Isabella. Leur union, bien que vantée comme idéale, était en réalité marquée par la jalousie et la méfiance. Isabella, enfermée dans le château, passait ses journées seule, tandis que son mari s'occupait de ses affaires politiques et militaires. Elle trouva du réconfort dans la compagnie d'un jeune poète, Lucianu, un homme charmant et plein d'esprit, qui venait souvent chanter et réciter des poèmes dans la cour. Peu à peu, leur relation se transforma en une amitié profonde, puis en un amour interdit. Mais dans un château où chaque mur semblait avoir des oreilles, leur secret ne resta pas caché longtemps. Un soir, alors que Guglielmu rentrait plus tôt que prévu, il trouva Isabella et Lucianu dans un moment de proximité. Bien qu'il ne les surprit pas en flagrant délit, il n'avait besoin de rien de plus pour alimenter sa jalousie dévorante. Fou de rage, il ordonna l'arrestation du poète et le fit jeter dans les cachots sombres du château. Isabella, terrifiée pour la vie de son amant, plaida pour sa libération, mais son mari, implacable, la fit enfermer dans une tour, coupée de tout contact. Les jours passèrent, et Isabella, rongée par la culpabilité et l'inquiétude, apprit que Lucianu avait été exécuté,
son corps abandonné dans un ravin. Brisée par le chagrin, elle tenta de s'échapper de la tour pour récupérer une lettre d'adieu qu'il lui avait adressée. Mais dans sa tentative désespérée, elle perdit pied et tomba du haut des remparts. Son corps fut retrouvé au lever du jour, son visage figé dans une expression de douleur et de désespoir. Peu après sa mort, les serviteurs du château commencèrent à rapporter des phénomènes étranges. Certains entendaient des sanglots résonner dans les couloirs, tandis que d'autres voyaient une silhouette blanche errer près de la tour. Une femme affirma même avoir senti une main froide lui effleurer l'épaule alors qu'elle nettoyait les escaliers menant au cachot. Au fil des années, le château fut abandonné, mais les légendes persistaient. On raconte que l'esprit d'Isabella, incapable de trouver la paix, cherche encore la lettre d'adieu de Lucianu. Plusieurs visiteurs prétendent l'avoir aperçue, vêtue de blanc, scrutant l'horizon depuis les remparts. D'autres parlent de portes qui claquent soudainement, de courants d'air glacés et de murmures doux mais persistants, comme si une voix féminine appelait un nom. En 1982, un groupe d'étudiants en histoire décida d'explorer les ruines du château de Serravalle. Parmi eux se trouvait Anna, une jeune femme particulièrement sceptique face aux histoires de fantômes. Alors qu'ils traversaient les anciennes tours, Anna trouva un médaillon enfoui dans les décombres. Curieuse, elle l'ouvrit et y découvrit une mèche de cheveux et une inscription presque effacée, « À Isabella, mon éternel amour. Lucianu ». Cette découverte la troubla, mais elle n'en parla pas à ses amis. La nuit suivante, alors qu'Anna dormait, elle fit un rêve troublant. Une femme vêtue de blanc lui tendait le médaillon, en pleurant doucement. À son réveil, Anna trouva le médaillon posé sur son oreiller, bien qu'elle soit certaine de l'avoir laissé dans son sac. Terrifiée, elle le rapporta au château le lendemain et le déposa près des remparts où Isabella était tombée. Depuis, elle affirme ne plus jamais avoir rêvé de la mystérieuse femme. Aujourd'hui, les ruines du château de Serravalle attirent les visiteurs curieux de découvrir ces légendes. Mais les habitants de Corté avertissent ceux qui s'aventurent trop près de la tour. Si vous entendez des pleurs ou sentez un souffle glacé sur votre nuque, partez immédiatement, disent-ils. Car Isabella, la femme au cœur brisé, veille toujours sur les pierres de son ancienne prison, en quête d'un amour qu'elle ne retrouvera jamais. Dans le petit village de Casamaccioli, niché au cœur de la haute vallée du Niolu, une source attire depuis des siècles les pèlerins et les curieux. Située près de l'église dédiée à la Vierge Marie, cette source, surnommée l'eau miraculeuse de la Madone, est réputée pour ses pouvoirs de guérison. Mais au fil des années, cette eau bienfaisante est devenue le théâtre d'étranges phénomènes, alimentant une aura de mystère autour du lieu. L'histoire de cette source commence au XVIIe siècle, lors d'une période de grande sécheresse qui frappa la région. Les habitants de Casamaccioli, désespérés, organisèrent une procession en l'honneur de la Vierge, priant pour qu'elle fasse jaillir de l'eau pour sauver leurs récoltes et leur bétail. Selon les récits, au terme de leur prière collective, une fissure apparut dans le sol près de l'église, et une eau claire se mit à couler. Les villageois y virent un miracle, et la source devint un lieu de vénération. Rapidement, on découvrit que cette eau semblait avoir des propriétés curatives. Les malades qui s'y baignaient ou buvaient cette eau rapportaient des guérisons inexplicables. Une femme atteinte de fièvre chronique recouvra la santé après s'être trempé les mains dans la source. Un berger paralysé retrouva l'usage de ses jambes en buvant quelques gouttes. Ces récits attirèrent des foules de pèlerins, et la source fut déclarée sacrée par les autorités ecclésiastiques. Mais tout le monde ne voyait pas la source d'un bon œil. Certains habitants du village commençaient à remarquer des événements troublants autour du lieu. Une nuit, un homme du village, prénommé Pietru, rentrait chez lui après avoir travaillé tard. En passant près de la source, il entendit des murmures. Intrigué, il s'approcha pour voir si quelqu'un s'y trouvait, mais il n'y avait personne. Pourtant, l'eau semblait vibrer légèrement, comme si quelque chose se mouvait en dessous. Pietru, effrayé, s'éloigna rapidement, mais il jura qu'un parfum de rose avait flotté dans l'air, bien que les roses ne poussent pas dans la région. Les récits d'événements étranges ne s'arrêtèrent pas là. Des pèlerins rapportèrent avoir vu une lumière douce, semblable à une flamme, danser au-dessus de l'eau lors des nuits de pleine lune. D'autres affirmaient entendre des chants, presque imperceptibles, comme si une chorale invisible priait autour de la source.
Mais l'événement le plus marquant se produisit au début du XX siècle. Une jeune fille, Maria Angjula, gravement malade, fut amenée à la source par sa mère. Les médecins du village avaient abandonné tout espoir, et la femme, désespérée, espérait un miracle. Lorsqu'elles arrivèrent, la nuit était tombée, et une pleine lune éclairait faiblement le lieu. Alors que la mère trempait un linge dans l'eau pour le passer sur le front de sa fille, elle entendit une voix douce murmurer « Aie confiance ». En relevant les yeux, elle vit une silhouette blanche près de la source, à peine visible dans la lumière lunaire. La silhouette disparut presque aussitôt. Le lendemain, Maria Angjula se réveilla complètement guérie. Sa mère attribua cette guérison à une intervention divine. Malgré ces récits miraculeux, la source de la Madone est aussi associée à des avertissements. Les anciens du village affirment que l'eau ne doit jamais être utilisée pour des fins égoïstes ou mal intentionnées. Une légende raconte qu'un homme, avide de richesse, avait tenté de revendre l'eau de la source en prétendant qu'elle avait des vertus magiques. Peu après, il fut frappé par une maladie mystérieuse qui le cloua au lit jusqu'à sa mort. Certains y voient une punition pour avoir osé profaner un lieu sacré. Aujourd'hui, la source de Casamacholi continue d'attirer les pèlerins, mais aussi les curieux intrigués par ses récits mystiques. L'église de la Madone est le point central de célébrations annuelles, où les habitants prient pour la protection et la prospérité de leur village. Les anciens racontent toujours les histoires avec prudence, rappelant que si l'eau de la source est un don, elle doit être respectée. Alors, si vous visitez Casamacholi et que vous vous rendez à la source, approchez avec humilité. Vous pourriez entendre le murmure du vent, ou peut-être, si vous êtes chanceux, ressentir cette étrange paix qui semble émaner de l'eau. Mais souvenez-vous, ne prenez rien à la légère. Les miracles, dit-on, n'appartiennent qu'à ceux qui ont la foi. Dans les montagnes sauvages de la Corse, le nom de Sampiero Corso résonne encore avec une aura de légende. Ce héros du XVI siècle, connu pour sa lutte acharnée contre la domination génoise, incarne l'esprit indomptable de l'île. Mais derrière sa gloire se cache une histoire sombre, marquée par la trahison et la tragédie. On dit que son esprit ne repose toujours pas en paix et qu'il hante les vallées où il a combattu, cherchant vengeance pour son destin brisé. L'histoire tragique de Sampiero commence à l'apogée de son pouvoir. Chef de guerre respecté, il avait rallié de nombreux Corses à sa cause pour libérer l'île de la tutelle génoise. Mais cette quête de liberté avait un prix, son mariage. Sa femme, Vanina d'Ornano, issue d'une noble famille corse, avait été contrainte de se marier à lui pour renforcer les alliances. Bien que leur union ait donné naissance à 2 fils, leur relation était tumultueuse. Vanina, manipulée par sa famille, finit par trahir Sampiero en révélant ses plans aux Génois. Quand Sampiero découvrit la trahison de sa femme, il fut consumé par la colère et le désespoir. Pris entre son amour pour Vanina et son devoir envers la Corse, il prit une décision déchirante, il la fit exécuter. Cet acte, bien que motivé par la politique et la survie de sa cause, le marqua profondément. Les anciens racontent qu'il ne s'est jamais pardonné ce geste, et cette culpabilité serait l'une des raisons pour lesquelles son esprit demeure prisonnier de ce monde. Peu après la mort de Vanina, Sampiero fut trahi par des Corses qu'il considérait comme ses alliés. Lors d'une embuscade dans la région de Coro, il fut assassiné. Son corps fut laissé là, dans une clairière, exposé à la vue de tous comme un avertissement pour ceux qui oseraient s'opposer aux Génois. Mais c'est après sa mort que les récits les plus troublants émergent. Les bergers qui parcourent les montagnes de Coro affirment entendre parfois des bruits étranges, le fracas d'épées, des cris de guerre, et, plus inquiétant encore, des gémissements, comme si une âme tourmentée cherchait à exprimer sa douleur. Certains racontent avoir vu une silhouette sombre, armée d'une épée, déambuler dans les vallées au crépuscule. Les plus courageux disent qu'il s'agit de Sampiero lui-même, errant dans les lieux où il a combattu, toujours à la recherche des traîtres qui l'ont vendu à ses ennemis. Un témoignage célèbre est celui de Gjuvan Francescu, un berger de Coro. Une nuit, alors qu'il ramenait ses moutons à l'abri, il sentit une présence derrière lui. Pensant que c'était un animal sauvage, il se retourna brusquement et vit un homme en armure, tenant une épée. L'homme le fixa intensément, et Gjuvan Francescu sentit une étrange chaleur, malgré l'air glacial de la montagne. L'apparition ne parla pas,
mais pointa du doigt une direction dans la vallée avant de disparaître. Le berger, terrifié mais intrigué, suivit cette direction et trouva un ancien poignard enterré sous une pierre. Les anciens du village interprétèrent cela comme un signe, Sampiero cherchait à faire découvrir les preuves de son assassinat. Les légendes sur Sampiero sont aussi liées à des malédictions. On raconte que ceux qui s'aventurent dans les vallées qu'il hantait sans montrer de respect envers son nom risquent de croiser sa colère. Un touriste, ignorant des coutumes locales, aurait un jour moqué l'histoire de Sampiero en visitant la clairière de son assassinat. La nuit suivante, il se réveilla en sursaut, jurant avoir vu un homme en armure se tenir au pied de son lit, l'observant avec des yeux flamboyants. Le lendemain, il quitta précipitamment l'île. Cependant, tout n'est pas sombre dans ces récits. Certains affirment que Sampiero protège aussi les Corses fidèles à ses idéaux. Une légende raconte qu'un jeune résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, traqué par les Allemands, trouva refuge dans une grotte des montagnes de Coro. La nuit, il sentit une main invisible guider ses pas dans l'obscurité, le menant à un passage secret qui lui permit d'échapper à ses poursuivants. Lorsqu'il raconta son histoire, les anciens dirent qu'il avait été sauvé par l'esprit de Sampiero. Aujourd'hui, le souvenir de Sampiero Corso est profondément ancré dans la culture corse. Sa statue trône fièrement à Bastia, mais c'est dans les montagnes de Coro que son âme semble encore présente. Les habitants de la région honorent sa mémoire chaque année, déposant des fleurs sur les lieux supposés de son assassinat. Si vous vous trouvez un jour dans cette vallée, imprégnez-vous de son histoire. Écoutez le vent, car il pourrait porter les échos d'une bataille lointaine ou les murmures d'un homme trahi. Et si, par hasard, vous croisez une silhouette armée dans les ombres du crépuscule, souvenez-vous de Sampiero Corso. Peut-être cherche-t-il encore justice, ou simplement la paix qu'il n'a jamais connue. Dans les collines paisibles de Filitosa, au sud de la Corse, se trouve l'un des sites préhistoriques les plus fascinants de l'île. Des menhirs gravés, représentant des visages humains, veillent depuis des millénaires sur cette terre. Mais autour de ces pierres se trouve un autre mystère, moins visible mais tout aussi envoûtant, les grottes de Filitosa. Ces cavernes, enfouies dans le paysage rocailleux, sont entourées de récits anciens qui parlent d'esprits d'ancêtres, toujours présents et prêts à se manifester. L'histoire la plus célèbre liée aux grottes remonte à une époque bien avant l'arrivée des Romains. Selon la tradition orale transmise par les anciens du village voisin, ces grottes étaient autrefois utilisées comme lieu de culte par les premiers habitants de l'île. On y célébrait des rituels mystérieux pour honorer les morts, apaiser les esprits, et demander protection aux forces invisibles qui régnaient sur la terre et le ciel. On raconte que les chamans, appelés Iguardiani, étaient les seuls à pouvoir entrer dans ces grottes sans crainte. Ils y communiquaient avec les ancêtres et servaient d'intermédiaires entre les vivants et l'au-delà. Les légendes racontent qu'un jour, un jeune berger nommé Michel s'aventura dans l'une des grottes malgré les avertissements des anciens. Intrigué par les récits de lumières étranges et de murmures, il décida de braver le tabou. Armé seulement d'une lampe à huile et d'un bâton, il pénétra dans l'obscurité froide de la caverne. Alors qu'il avançait, une sensation étrange s'empara de lui, un mélange d'excitation et de peur. Au bout de quelques minutes, il remarqua des gravures sur les parois de la grotte, des figures qui semblaient le fixer. Le sol était jonché d'ossements anciens, probablement ceux des premiers habitants de l'île. Mais ce qui le troubla le plus, ce fut un bruit, un léger murmure, comme un souffle de vent, bien qu'aucun courant d'air ne puisse atteindre cet endroit. Puis, soudain, la lampe de Michel vacilla et s'éteignit, le laissant plonger dans une obscurité totale. Terrifié, il tenta de sortir, mais la grotte semblait se refermer sur lui. Les murmures devinrent plus clairs, presque comme des voix, murmurant son nom. Michel cria, suppliant les esprits de le laisser partir. Après ce qui lui sembla une éternité, il vit une lumière, une flamme vacillante, lointaine mais rassurante. Guidé par cette lumière, il parvint à retrouver la sortie. Mais lorsqu'il se retourna pour voir d'où venait cette flamme, il ne vit personne. De retour au village, Michel raconta son expérience, mais personne ne le crut. Pourtant, dès le lendemain, il tomba gravement malade, comme si les esprits de la grotte avaient laissé une empreinte sur lui. Les anciens dirent qu'il avait défié un lieu sacré et qu'il en payait le prix. Après des semaines de fièvre, Michel guérit,
mais il ne parla plus jamais de ce qu'il avait vu. Au fil des siècles, d'autres visiteurs des grottes rapportèrent des phénomènes similaires. Certains disent avoir vu des ombres danser sur les parois, bien qu'ils soient seuls. D'autres affirment avoir entendu des chants ou des tambours, rappelant les rituels anciens. Une histoire récente raconte qu'un archéologue, travaillant sur le site, trouva une petite statuette en pierre dans l'une des grottes. Dès qu'il la sortit, il ressentit un malaise inexplicable. Cette statuette, gravée de motifs inconnus, fut envoyée dans un musée à Ajaccio, mais les employés du musée affirmèrent plus tard que l'objet semblait déplacé tout seul dans sa vitrine. Les habitants de la région croient fermement que les grottes de Filitosa sont un passage vers l'au-delà, un lieu où les vivants et les morts se rencontrent. Certains chuchotent que les grottes protègent encore les secrets des anciens, des connaissances interdites aux profanes. D'autres pensent que les esprits qui y résident ne sont ni hostiles ni bienveillants, mais qu'ils réagissent simplement en fonction du respect ou du mépris que l'on leur témoigne. Aujourd'hui, les grottes de Filitosa attirent autant les amateurs de mystère que les passionnés d'histoire. Si vous vous aventurez dans ces cavernes, les habitants vous conseilleront de le faire avec prudence. Laissez une offrande, même une simple fleur ou une prière, disent-ils. Les esprits respectent ceux qui respectent la terre. Et si vous entendez des murmures ou ressentez un frisson dans l'obscurité, souvenez-vous, vous n'êtes peut-être pas seul. Le mont Cinto, avec ses 2706 mètres d'altitude, est le plus haut sommet de Corse, un lieu d'une majesté impressionnante qui attire randonneurs et alpinistes. Mais derrière la beauté brute de ces montagnes se cache une légende sombre, celle du diable du mont Cinto, une entité maléfique qui, selon les anciens, rôde parmi les cimes et punit ceux qui osent défier les sommets sans respect ou qui montrent trop d'arrogance face à la nature. La légende remonte à des temps anciens, bien avant que les sentiers balisés ne sillonnent les flancs de la montagne. On raconte qu'un berger nommé Simone vivait dans les vallées sous le mont Cinto. Bien que réputé pour sa force et son courage, Simone était aussi connu pour son caractère vaniteux. Il aimait se vanter de ses exploits en escalade et affirmait que rien, pas même la montagne elle-même, ne pouvait le vaincre. Un jour, dans un excès d'orgueil, il déclara devant tout le village qu'il atteindrait le sommet du mont Cinto en une journée et qu'il planterait son bâton à la pointe pour prouver sa supériorité. Les anciens du village tentèrent de le dissuader. Ils racontèrent à Simone l'histoire du diable du mont Cinto, un esprit ancien, peut-être une manifestation de la montagne elle-même, qui punissait ceux qui approchaient ses sommets avec arrogance. Mais Simone se moqua de leurs avertissements. « Si le diable existe, qu'il vienne me défier », s'exclama-t-il en riant. Le lendemain, au lever du soleil, Simone partit seul, armé de son bâton et de sa détermination. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Il escaladait les rochers avec agilité et traversait les passages difficiles sans problème. Mais à mesure qu'il s'approchait du sommet, une brume épaisse et froide descendit soudainement, enveloppant la montagne. Le vent se mit à souffler violemment, hurlant comme une bête en colère. Puis, selon la légende, Simone entendit un rire grave et moqueur, résonnant entre les parois rocheuses. Paniqué, il tenta de rebrousser chemin, mais la montagne semblait s'être transformée. Les sentiers qu'il avait empruntés avaient disparu, remplacés par des ravins et des parois abruptes. Le rire se fit plus proche, et une silhouette sombre apparut dans la brume. Ce qui se passa ensuite varie selon les récits. Certains disent que le diable le poussa dans le vide, tandis que d'autres affirment qu'il fut transformé en pierre, son corps devenant un des rochers qui parsèment les hauteurs du mont Cinto. Ce qui est sûr, c'est que Simone ne revint jamais, et son bâton ne fut jamais retrouvé. Depuis cet événement, de nombreux randonneurs et alpinistes rapportent des expériences troublantes sur les pentes du mont Cinto. Certains affirment entendre des murmures dans le vent, des voix qui les appellent par leur nom. D'autres parlent de visions fugaces d'une silhouette noire qui semble les observer de loin. Un guide de montagne, connu pour son expérience, raconte qu'un jour, alors qu'il conduisait un groupe vers le sommet, une pierre massive se détacha soudainement de la paroi au-dessus d'eux, manquant de les écraser. Ce n'était pas un simple éboulement, affirma-t-il. C'était comme si la montagne elle-même voulait nous avertir. Un autre récit célèbre est celui de François, un jeune alpiniste venu de Paris pour conquérir le mont Cinto. Passionné et confiant, il ignorait les avertissements des locaux sur la légende du diable. Lors de son ascension,
il se retrouva pris dans une tempête soudaine. Abrité dans une cavité rocheuse, il jura avoir vu une silhouette massive marcher dans la brume, ses yeux rougeoyants perçant l'obscurité. Terrifié, il descendit précipitamment la montagne dès que le vent se calma. Depuis, François refuse de parler de cette expérience, sauf pour dire « ce n'était pas humain ». Les habitants des villages environnants, eux, respectent profondément le monde Shinto et ses mystères. Ils racontent que la montagne est vivante, qu'elle respire, qu'elle observe, et qu'elle punit ceux qui la défient avec trop de fierté. Ils recommandent toujours aux visiteurs de faire preuve d'humilité et de ne jamais sous-estimer la puissance des éléments. Aujourd'hui, le monde Shinto continue d'attirer les aventuriers en quête de défis, mais la légende du diable reste bien vivante. Ceux qui atteignent le sommet sans incident remercient souvent la montagne, certains murmurant une prière ou déposant une pierre en offrande. Car sur ces hauteurs, le vent transporte encore les récits d'un berger trop orgueilleux et du diable qui veille sur les cimes. Si un jour vous décidez d'escalader le mont Shinto, souvenez-vous de cette légende. Et si une brume épaisse descend soudainement, si le vent murmure des sons étranges, ou si vous sentez une présence invisible, arrêtez-vous. Peut-être que la montagne vous teste, ou peut-être que le diable du monde Shinto vous observe. Quoi qu'il en soit, ne défiez jamais la montagne, car elle a ses propres règles, bien au-delà de notre compréhension. Au large de la pointe de la Parata, près d'Ajaccio, se dressent les îles Sanguinaires, un archipel de roches rouges frappées par les vagues incessantes de la Méditerranée. Leurs couleurs flamboyantes au coucher du soleil leur valent leur nom, mais les anciens disent que cette beauté dissimule un sombre passé. Ces îles, souvent enveloppées de brume, sont associées à des légendes de naufrages, d'âmes errantes et d'esprits tourmentés. L'histoire la plus répandue remonte au XVIIe siècle, une époque où les côtes corses étaient souvent la cible des pirates barbaresques. On raconte qu'un navire marchand, le Santa Lucia, fut pris dans une tempête violente près des îles Sanguinaires. Les marins, désorientés, tentèrent de trouver refuge sur les îlots, mais le courant impitoyable les entraîna contre les récifs. Le navire se fracassa, et tous les hommes à bord périrent. Certains furent emportés par la mer, mais d'autres furent piégés sur les rochers et laissés à mourir de faim et de soif sous un soleil implacable. Depuis ce jour, des pêcheurs et des marins rapportent avoir vu des silhouettes fantomatiques sur les îles, des ombres errant sur les rochers ou des lueurs vacillantes la nuit, comme des lanternes portées par des mains invisibles. Les récits varient, mais tous s'accordent sur un point, les îles Sanguinaires abriteraient les âmes des marins naufragés, condamnés à y rester pour l'éternité. Un témoignage célèbre est celui de Pietru, un marin ajaccien qui, dans les années 1920, s'approcha des îles pour pêcher. Alors qu'il lançait ses filets, il entendit des voix portées par le vent, des appels indistincts qui semblaient provenir des rochers. Intrigué, il s'approcha, mais il ne vit personne. Pourtant, il jura avoir aperçu des traces de pas dans le sable, bien qu'aucun bateau ne fût visible aux alentours. La nuit tombée, une lumière apparut sur l'une des îles, oscillant comme une flamme. Pris de panique, Pietru rentra au port en abandonnant ses filets. Une autre légende raconte qu'un moine aurait vécu en ermite sur l'une des îles au VIe siècle. Il s'agirait de l'abbé Francesco, un homme pieux qui cherchait la solitude pour se rapprocher de Dieu. Mais sa foi fut mise à l'épreuve par les phénomènes étranges qu'il aurait rencontrés. Chaque nuit, il entendait des bruits de pas autour de sa cabane, et ses bougies s'éteignaient sans raison. Une fois, il trouva une croix renversée à l'entrée de son ermitage. Finalement, il quitta les lieux, déclarant que les îles étaient hantées par des forces qu'il ne pouvait combattre. Les îles Sanguinaires ne sont pas seulement associées aux marins perdus. Une autre légende parle d'un bateau pirate qui aurait utilisé les îles comme cachette. Les pirates y auraient enterré un trésor, mais, selon la malédiction qui accompagne souvent de tels récits, tous les hommes qui connaissaient l'emplacement furent tués par leur capitaine pour garder le secret. On dit que leurs esprits hantent toujours les îlots, protégeant leur butin contre quiconque oserait le chercher. Dans les années 1970, un groupe d'explorateurs passionnés décida de camper sur l'une des îles pour enquêter sur ces légendes. La première nuit, ils furent réveillés par des bruits de pas autour de leur campement, bien que personne d'autre ne se trouvât sur l'île. L'un des hommes prétendit avoir vu une silhouette noire se découper contre le ciel étoilé. Ils quittèrent les lieux dès le lendemain matin,
convaincus que quelque chose de surnaturel habitait ces rochers. Aujourd'hui, les îles sanguinaires attirent les visiteurs pour leur beauté sauvage et leur faune riche. Mais les habitants d'Ajaccio continuent de raconter ces histoires autour des feux de camp ou dans les bars du port. Ils avertissent les curieux de ne pas sous-estimer les lieux. Les pêcheurs locaux évitent encore de s'approcher des îles après le coucher du soleil, par respect ou par crainte des esprits. Si vous vous rendez un jour aux îles sanguinaires, prenez le temps d'admirer leur splendeur, mais restez attentifs. Écoutez le vent qui souffle entre les rochers et observez les lumières qui dansent sur l'eau. Peut-être entendrez-vous les échos des voix perdues ou verrez-vous les silhouettes des marins fantomatiques. Et si vous ressentez un frisson inexplicable, souvenez-vous, ces îles, malgré leur beauté, sont un cimetière silencieux, où la mer et le vent racontent les tragédies d'un passé oublié. Dans les montagnes corses de l'Alta Rocca, à l'écart des villages, se dresse une vieille bâtisse en pierre, à moitié envahie par les ronces et les arbres. Les habitants des environs l'appellent simplement à Casa Maledetta la maison maudite. Depuis des générations, elle est abandonnée, mais son passé trouble et les événements étranges qui s'y déroulent encore continuent d'alimenter les récits effrayants des soirées au coin du feu. L'histoire remonte à la fin du VIe siècle, lorsque la maison appartenait à une famille prospère, les Mariani. Cette famille de notables locaux vivait dans l'opulence, mais elle était également crainte par les villageois pour sa réputation de dureté et de secrets bien gardés. La matriarche, Maria Lucia Mariani, une femme austère et autoritaire, dirigeait le foyer d'une main de fer. Elle avait 3 enfants, 2 fils et une fille, Agnès, qu'elle gardait enfermée dans la maison, refusant qu'elle ne fréquente qui que ce soit en dehors de la famille. Selon la légende, Agnès tomba amoureuse d'un jeune berger du village voisin. Lorsqu'elle tenta de s'enfuir avec lui, Maria Lucia, folle de rage, aurait puni sa fille en l'enfermant dans une petite pièce de la maison, au dernier étage, sans nourriture ni lumière. Les jours passèrent, et les cris d'Agnès se firent entendre dans tout le village, perçant le silence des nuits de l'Alta Rocca. Puis un soir, les cris cessèrent. Agnès n'apparut plus jamais, et la famille Mariani quitta la maison peu de temps après, sans donner d'explication. C'est après cet événement que les premiers phénomènes étranges commencèrent. Les nouveaux occupants, des bergers qui espéraient profiter de la maison abandonnée, rapportèrent des bruits inexplicables, des pleurs, des murmures, des pas lourds dans les couloirs. Les portes claquaient sans raison, et les fenêtres, même fermées, semblaient s'ouvrir sous une force invisible. Un homme affirma avoir vu une silhouette blanche errer dans les escaliers, une jeune femme au visage triste qui disparaissait dès qu'on s'approchait. Ces phénomènes devinrent si troublants que personne ne voulut plus habiter la maison. Les bergers quittèrent les lieux, laissant derrière eux des meubles et des objets personnels. La bâtisse resta vide, mais les récits des curieux qui s'y aventuraient continuèrent de nourrir la légende. Dans les années 1950, un groupe de chasseurs de la région décida de passer une nuit dans la maison pour prouver qu'il ne s'agissait que de superstition. Au début, tout semblait calme. Mais à minuit, ils furent réveillés par des bruits sourds, comme des coups portés contre les murs. Une chaise, posée au centre de la pièce, se renversa brusquement, et une porte s'ouvrit violemment, comme poussée par une force invisible. L'un des chasseurs, pétrifié, affirma avoir vu une femme en robe blanche les observer depuis une fenêtre. Le lendemain matin, ils quittèrent précipitamment la maison, jurant de ne jamais y remettre les pieds. En 1982, une équipe d'archéologues, attirée par l'histoire de la maison, obtint l'autorisation de fouiller les lieux. Ce qu'ils découvrirent renforça encore le mystère. Dans la pièce du dernier étage, ils trouvèrent des traces anciennes de chaînes et des gravures sur les murs. Les inscriptions semblaient avoir été gravées avec un objet tranchant, et parmi elles figurait un nom répété plusieurs fois, Agnès. Les archéologues rapportèrent également avoir ressenti une atmosphère oppressante, comme si la maison elle-même refusait leur présence. Aujourd'hui, la maison maudite de l'Alta Rocca est en ruine, mais elle continue d'attirer les curieux et les amateurs de sensations fortes. Les habitants des villages voisins évitent d'en parler, mais ils avertissent les visiteurs, cette maison n'est pas vide. Si vous y entrez, écoutez bien. Peut-être entendrez-vous les cris d'Agnès, ou ses pas dans les couloirs. Mais partez avant la nuit, car la maison ne laisse pas toujours ses visiteurs s'échapper.
Si vous passez un jour dans les montagnes de l'Alta Rocca et que vous apercevez cette vieille bâtisse au loin, admirez-la de loin. Ne cédez pas à la tentation d'y entrer, car dans ces murs, le passé n'est jamais vraiment endormi. Les pierres de la maison maudite murmurent encore les secrets d'un amour brisé et d'une injustice restée sans réparation. Dans la petite commune de Poggio-Mesana, perché sur une colline offrant une vue imprenable sur la Méditerranée, un vieux cimetière attire autant qu'il inquiète. Entouré de cyprès sombres et de pierres tombales rongées par le temps, ce lieu est au cœur de récits étranges. On raconte que, certaines nuits, des lumières mystérieuses apparaissent au-dessus des tombes, et que des ombres s'y déplacent silencieusement. Les habitants murmurent que ce sont les âmes errantes, incapables de trouver la paix. L'origine de ces récits remonte à la fin du VIe siècle, lors d'une épidémie de fièvre typhoïde qui frappa la région. De nombreuses familles furent décimées en quelques semaines, et le cimetière, autrefois paisible, devint un lieu de deuil intense. Parmi les victimes se trouvait une jeune femme du village, Lucrezia, qui avait la réputation d'être une guérisseuse. Certains disaient qu'elle possédait des dons mystérieux, tandis que d'autres la suspectaient de sorcellerie. Lorsque Lucrezia succomba à la maladie, certains villageois refusèrent de l'enterrer dans le cimetière, affirmant que sa présence pourrait troubler les morts. Mais sa famille insista, et elle fut enterrée dans un coin reculé, près du mur d'enceinte. Peu de temps après son enterrement, des phénomènes inexplicables commencèrent à se produire. La nuit, des villageois qui traversaient les alentours rapportèrent avoir vu des lumières bleutées flotter au-dessus de certaines tombes, y compris celle de Lucrezia. Les plus courageux, intrigués, tentèrent de s'approcher, mais les lumières disparaissaient dès qu'ils franchissaient les grilles du cimetière. Certains jurèrent aussi entendre des chuchotements, comme si plusieurs voix parlaient à la fois, mais les mots restaient incompréhensibles. Une nuit d'hiver, un jeune homme nommé Juvan décida de prouver que ces histoires n'étaient que des superstitions. Armé d'une lanterne et d'un bâton, il pénétra dans le cimetière bien après minuit. Il marcha parmi les tombes, observant attentivement les lieux, mais tout semblait calme. Alors qu'il approchait de la tombe de Lucrezia, une lumière apparut soudainement, flottant à quelques mètres devant lui. Pris de panique, il tenta de reculer, mais la lumière se rapprocha, presque comme si elle cherchait à le guider. Finalement, il quitta les lieux en courant, terrifié. Le lendemain, il raconta que la lumière avait une présence, presque humaine, et qu'il avait entendu une voix murmurer son nom. Au fil des décennies, les récits se multiplièrent. Les habitants de Poggio-Mesana finirent par accepter ces phénomènes comme une partie de leur quotidien, mais certains refusent encore de passer près du cimetière après le coucher du soleil. Des légendes locales attribuent ces apparitions à des âmes qui n'ont pas trouvé le repos, soit parce qu'elles sont mortes dans des circonstances tragiques, soit parce qu'elles ont été injustement traitées de leur vivant. Dans les années 1970, un journaliste passionné par le paranormal, Marc-Antoine Doria, décida d'enquêter. Accompagné d'un photographe, il passa une nuit entière dans le cimetière, espérant capturer des preuves des phénomènes. Au cours de la nuit, ils affirmèrent avoir vu des lumières danser au-dessus des tombes et avoir ressenti un froid glacial, bien que l'air fût doux et calme. Plus troublant encore, leurs enregistrements audio captèrent des sons étranges, des murmures et des gémissements, qui ne furent jamais expliqués. Le journaliste publia un article dans un journal local, affirmant que Poggio-Mesana était l'un des lieux les plus hantés de Corse. Cependant, tous les récits ne sont pas effrayants. Certains habitants pensent que ces lumières ne sont pas malveillantes, mais qu'elles représentent des âmes cherchant à communiquer. Une vieille femme du village, Marietta, raconte qu'une nuit, alors qu'elle priait pour son fils décédé, une lumière bleue apparut près de sa fenêtre. Elle la suivit jusqu'au cimetière, où elle trouva un objet appartenant à son fils, qu'elle croyait perdu. Pour elle, ces lumières sont des signes d'amour et de protection, et non de malédiction. Aujourd'hui, le cimetière de Poggio-Mesana reste un lieu de fascination et de mystère. Les visiteurs qui s'y aventurent en quête de réponses sont souvent frappés par l'atmosphère paisible mais étrange qui y règne. Si vous passez un jour près de ce lieu, écoutez attentivement le vent dans les cyprès et observez les ombres. Peut-être apercevrez-vous ces lumières énigmatiques, dansant doucement au-dessus des tombes. Et si vous sentez un frisson, rappelez-vous que ce ne sont peut-être pas les morts qui vous effraient, mais simplement leur façon de rappeler qu'ils sont toujours là, veillant sur leur village.
Dans le paisible village d'Oleta, niché au cœur de la Balagne, une étrange légende hante les nuits de pleine lune. Les habitants parlent de la femme chèvre, une créature mi-humaine, mi-animale, qui erre dans les ruelles et les collines environnantes. Si elle croise votre chemin, dit-on, elle peut vous maudire, ou pire, vous emporter avec elle dans son monde mystérieux. La légende remonte à plusieurs siècles, à une époque où les superstitions dominaient la vie quotidienne. Une jeune femme nommée Giulia, connue pour sa beauté et son caractère sauvage, vivait à Oleta. Elle aimait passer ses journées à parcourir les collines avec son troupeau de chèvres, refusant les conventions et les règles imposées par le village. Mais son comportement libre et insoumis attirait les rumeurs. Certains disaient qu'elle pratiquait la sorcellerie, tandis que d'autres l'accusaient de pactiser avec des forces obscures. Un jour, Giulia fut accusée à tort d'avoir empoisonné le puits du village, un acte qui avait provoqué la maladie de plusieurs habitants. Bien qu'aucune preuve ne fût jamais trouvée, la colère et la peur poussèrent les villageois à agir. Ils la capturèrent et l'emmenèrent sur la place centrale, où un vieux prêtre prononça une malédiction, « Puisque tu es plus proche des bêtes que des hommes, tu vivras comme une créature de la nuit, mi-femme, mi-chèvre, pour expier tes péchés. » Giulia fut chassée du village, et elle disparut dans les collines avec son troupeau. Peu de temps après, les villageois commencèrent à rapporter des apparitions étranges. Lors des nuits de pleine lune, une silhouette féminine, aux jambes de chèvre et aux cornes recourbées, était aperçue rôdant autour des maisons ou courant à travers les champs. On entendait parfois son rire rauque résonner dans la nuit, suivi du bruit de sabots frappant la pierre. Un soir, un jeune homme du village, Uka, rentrait tard après avoir aidé un ami à réparer son toit. Alors qu'il traversait les collines, il sentit une présence derrière lui. En se retournant, il vit une femme d'une grande beauté, mais son allure n'était pas normale, ses yeux luisaient comme ceux d'un animal, et ses jambes n'étaient pas humaines. Paniqué, il tenta de s'éloigner, mais elle lui barra la route, l'appelant par son prénom d'une voix sifflante. Lucas réussit à s'enfuir, mais il revint au village changé, taciturne et effrayé. Peu après, il tomba malade et ne se remit jamais complètement. Les récits similaires se multiplièrent au fil des ans. Des bergers rapportèrent que leur bétail disparaissait lors des nuits de pleine lune, et que des traces de sabots, trop grandes pour être celles d'une chèvre ordinaire, étaient retrouvées près des enclos. Certains habitants prétendaient entendre des pleurs ou des chants étranges provenant des collines. Une fois, un chasseur affirma avoir suivi une silhouette jusque dans une grotte. À l'intérieur, il trouva des ossements, mais la créature avait disparu. Dans les années 1950, un groupe de jeunes gens, sceptiques face à ces histoires, décida de camper dans les collines une nuit de pleine lune. Vers minuit, ils entendirent des bruits de sabots se rapprocher de leur campement. Soudain, une ombre immense se dessina contre la lumière de la lune. Pris de panique, ils fuirent sans demander leur reste. Le lendemain, ils découvrirent que leurs affaires avaient été éparpillées, et que des traces de griffes marquaient la terre où ils avaient dormi. Les habitants d'Oleta racontent que la femme chèvre n'est ni entièrement bonne, ni totalement mauvaise. Certains disent qu'elle protège les collines et punit ceux qui abîment la nature ou font du mal aux animaux. D'autres pensent qu'elle est une âme tourmentée, cherchant à se venger de l'injustice qu'elle a subie. Quoi qu'il en soit, ils s'accordent sur un point, il ne faut jamais la provoquer. Aujourd'hui encore, les collines autour d'Oleta sont évitées les nuits de pleine lune. Si vous vous aventurez dans cette région et que vous entendez un bruit de sabots dans la nuit ou un rire lointain, partez immédiatement. Peut-être que ce n'est qu'une chèvre égarée ou peut-être que c'est elle, la femme chèvre, qui vous observe dans l'ombre. Alors, si vous traversez les collines d'Oleta au clair de lune, respectez les lieux. Et si vous apercevez une silhouette entre les arbres, n'allez pas à sa rencontre. Car une fois qu'elle vous a trouvé, la légende dit qu'elle ne vous oubliera jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.